Merci de votre fidélité à Télésud et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'entretien du jour. Je reçois aujourd'hui M. Albert Flindé, qui est ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle en Côte d'Ivoire. Bonjour M. Flindé. Bonjour. Vous êtes un peu la synthèse de ce qui se passe ici, même si vous n'avez pas tout le volet éducation, vous avez quand même la formation technique et professionnelle. Ouais. Qu'est-ce que vous attendiez d'un forum comme ce triennal de Ouagadougou? Bon, d'abord, je voudrais vous remercier pour l'opportunité que vous nous offrez de donner notre sentiment sur ce qui s'est passé à la triennale. La triennale, en fait, c'est l'occasion où les pays d'Afrique, à la faveur de la création de l'association du développement de l'éducation en Afrique par la Banque africaine de développement, cette occasion où on se rencontre tous les 3 ans. Au début, c'était tous les 2 ans, mais depuis cette année, c'est tous les 3 ans, pour faire un peu le point des innovations, des difficultés, des solutions que les pays d'Afrique se donnent ou rencontrent pour faire des échanges. Et donc, la triennale fait le point de ce qui s'est passé dans les pôles de qualité interpays, qui sont des niveaux où on analyse les problèmes de façon pratique et pour faire de la mutualisation, l'échange d'expériences sur les questions de prise en charge de la petite enfance, de l'alphabétisation, de l'éducation à la paix et de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, disons, de développement des compétences techniques et professionnelles. L'axe de travail qu'on a pris ici à Ouagadougou était de dire qu'il faut que l'enseignement, l'éducation et la formation soient mis au service du développement durable du continent. C'est ça. Or, aujourd'hui, ce n'est que par le biais de l'éducation formelle, généralement, que l'on appréhende ce développement durable. Comment est-ce que vous arrivez à faire en sorte d'être considéré comme un acteur du développement à part entière également? Ok. Je dois dire que, comme depuis un moment on parle de nécessité de prendre en compte l'aspect holistique de l'éducation, c'est-à-dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, depuis la petite enfance jusqu'à l'université, pour dire que l'éducation et la formation doivent être au service du développement et que l'éducation et la formation doivent être menées tout au long de la vie. De ce point de vue, si je prends l'enseignement technique et la formation professionnelle, pour lequel maintenant on souhaite parler plutôt de développement des compétences professionnelles et techniques, c'est-à-dire la prise en charge, la prise en compte de toutes les modalités de formation et d'éducation pour que le citoyen puisse lui-même se prendre en charge, pour que le citoyen de façon autonome puisse participer au développement du pays. C'est cette problématique-là que nous sommes en train de voir par rapport à notre pôle d'Abidjan, où on ne s'occupe que des questions d'insertion, des questions de partenariat avec le secteur privé, des questions de prise en charge de comment on prend en charge en termes de reconnaissance toutes les modalités de prise en compte de formation par apprentissage, etc. Voilà. Parce que justement, l'une des grandes questions qui est posée, c'est que jusqu'à présent, quand on parle d'éléments de comparaison, on voit par exemple la Corée qui a participé à une journée ici, la journée Corée du Sud-Afrique. On voit la Chine qui nous apporte une expertise technique, mais généralement, il n'y a pas de suivi. C'est-à-dire que nous n'avons pas la capacité de suivre en fournissant des techniciens, des spécialistes qui sortent de l'enseignement professionnel ou de métiers professionnalisants dans l'éducation formelle, enfin non formelle ou informelle carrément. Ok, bon, justement, c'est ce problème-là que l'ADA a considéré comme un problème majeur, un problème commun à l'ensemble des pays. Et donc, c'est pour ça que si on prend un pays, les pays individuellement ne peuvent pas régler ce problème. On prend les pays par groupe. Et d'abord, il y a des inerties, mais en même temps, avec toutes les expériences que nous avons connues en 2010 et en 2011, on se rend compte que les problèmes sont les mêmes. Donc, si les problèmes sont les mêmes, les solutions doivent être les mêmes. Et les solutions, on les opérationnalise par rapport au diagnostic qu'on a fait, mais aussi et surtout par rapport aux expériences des autres pays. Et justement, l'expérience de la Corée doit pouvoir nous aider pour pouvoir aller de l'avant. Est-ce que non vous avez seulement pu en termes aujourd'hui d'assistance, Oui. mais aussi en termes de prise en charge de façon autonome. D'accord. Voilà. C'est-à-dire on ne va pas faire comme eux, mais on va tenir compte de leur parcours, de leur expérience. Parce que justement, aujourd'hui en Afrique, ce que l'on constate, c'est que quand la Chine, par exemple, investit dans un pays ou lance un grand projet, elle vient avec ses techniciens.
comme s'il n'y avait pas de spécialistes dans les pays en question. Est-ce qu'il y a une réponse collective ou individuelle que les pays africains peuvent apporter de ce point de vue-là? Ok, moi je pense que faut aller pas à pas. C'est vrai que dans nos pays, malgré le caractère un peu fragile de notre système économique, on se rend compte qu'il y a une véritable inadéquation, même au niveau local, entre ce qu'on forme et puis les besoins des entreprises. Alors la solution que nous avons trouvée, je crois que le Maroc aussi a eu cette expérience, c'est de pouvoir dire, on doit définir les besoins, on doit définir ensemble public et privé, c'est-à-dire les ministères chargés de l'enseignement technique et de la formation professionnelle d'une part et les entreprises d'autre part, pour pouvoir s'entendre sur les métiers, les qualifications. Une fois on s'entend sur ça avec les fiches métiers qui sont faits, avec les branches professionnelles bien établies, on dit quelles sont les compétences qu'il faut pour pouvoir réaliser, pour pouvoir occuper ces métiers, pour pouvoir occuper ces postes. Et puis, à partir de là, on entre ensemble en laboratoire pour élaborer, si vous voulez, les profils, pour élaborer de façon pédagogique le curriculum ou les curricula et pouvoir être à même de pouvoir satisfaire la demande des entreprises. Moi, je pense que c'est quelque chose qui peut marcher au niveau d'un pays, mais aussi en agrégeant au niveau des sous-régions et de l'ensemble de l'Afrique, ça devrait pouvoir marcher. Ça va éviter que ça va avoir les disponibilités en compétences. Et puis maintenant, quand on a besoin d'un projet, que ce soit financé par la BAD, par la France, par les États-Unis, et par la Chine, on a les compétences qui existent. D'accord. J'imagine qu'à titre individuel, les pays auront du mal à fournir toutes les compétences, mais si on fait un système d'expertise où voilà. une sorte de vase communicant existe entre les différents pays où des experts ivoiriens vont travailler au Tchad ou en Afrique ça, du c'est Sud. Par rapport, ça c'est au niveau supérieur qu'on pourra l'imaginer. Sinon, au niveau des ouvriers qualifiés, au niveau des techniciens supérieurs, nos dispositifs locaux peuvent permettre d'avoir les éléments, en tout cas le personnel qualifié. Maintenant, quand on arrive à un niveau très pointu, effectivement, on doit faire des échanges entre les pays. Et c'est à ce niveau-là qu'on peut mutualiser les investissements. On peut rationaliser les investissements en construisant des établissements par pôle. Ça, c'est une possibilité. Vous avez dirigé le travail du pôle de qualité interpays sur la question. C'est pour ça que je reviens de façon insistante sur les différentes résolutions qui sont prises. Mais selon vous, à quel horizon l'Afrique pourra-t-elle se sentir capable de gérer sur les techniciens qualifiés et ouvriers qualifiés les chantiers qu'elle lance? Bon, je crois qu'il faut partir de l'expérience et puis des objectifs que chaque pays se fixe. Nous, par exemple, le chef de l'État, dans son programme de gouvernement, a dit qu'il faut que la Côte d'Ivoire, dans une décennie, soit un pays émergent. Comme nous savons qu'être un pays émergent, ça suppose avoir des compétences disponibles, nous nous organisons. Et comme au niveau des techniciens subalternes, des ouvriers, c'est 2, 3, 4 ans maximum. Au niveau des ingénieurs, c'est 5, 6 ans. On espère que dans un délai de 4 à 5 ans, on doit pouvoir opérationnaliser notre système, le rendre performant pour pouvoir faire face. Bien sûr, la condition, la contrainte du financement est là, mais une fois on a des projets bien montés, on va pouvoir solliciter les bailleurs de fonds et les pays amis pour pouvoir financer tout ça. D'accord. De l'autre côté, dans le cas précis de la Côte d'Ivoire, vous avez connu une très longue crise et même une crise post-électorale qui est aujourd'hui, je l'espère, terminée. Comment est-ce que vous envisagez la réhabilitation de tout le système éducatif et surtout la réintégration de tous les enfants qui n'ont pas pu suivre une scolarité normale pendant cette période? Ok, la gestion de la crise post-électorale, je peux même dire qu'elle est un peu derrière nous, puisque dès que nous avons pris, le gouvernement a été mis en place, ça a été la priorité que le président de la République a fixée. Et nous avons, avec les ressources internes, avec les ressources du PPU, le programme présidentiel d'urgence, et avec l'appui de certains bailleurs de fonds, nous sommes en train de résorber ce problème. Mais aussi, il faut voir que pour 2012, le budget a été mis en place. Nous sommes en train de nous organiser pour l'exécuter. Nous pensons que les conditions sont remplies pour que notre pays aille de l'avant et que notre système éducatif puisse se remettre
en selle pour pouvoir faire face aux défis majeurs qui se posent à notre pays. On a beaucoup parlé des personnes qui ont été déplacées en raison de ces crises que la Côte d'Ivoire a connues ces dernières années. Le corps enseignant a probablement dû être affecté lui aussi. Est-ce que vous avez pu combler ces trous-là? Bon, je dois dire que pour compléter la réponse à la question précédente, notre système éducatif, la demande de qualification, ça s'évalue à peu près à 4 millions. Mais par an, il y a à peu près 500 000 jeunes formés, non formés, éduqués, non éduqués, qui sont demandeurs de compétences et de qualifications. Ça fait beaucoup. C'est pour ça que dans le cadre de notre pôle, on essaie d'imaginer toutes les modalités de formation pour pouvoir prendre en charge cela. Revenant à la question présente, je dois dire que les questions de déplacement, de déplacés internes et même de déplacés à l'extérieur de notre pays, c'est un problème que le gouvernement est en train de résorber actuellement. Deuxièmement, concernant les enseignants, c'est vrai que la crise post-électorale a poussé au déplacement. Elle a même été, une des conséquences, ça a été que certains enseignants ont eu des difficultés. Mais ce problème-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes en train de le résorber et le système éducatif a été remis en selle. Nous avons fait une rentrée normale, nous avons fait des examens l'année passée. Cette année, nous avons commencé les cours en novembre parce que l'année passée, les cours se sont étalés sur 4-5 mois seulement. Et donc tout ça là est en train de se replacer. Et c'est pour ça que maintenant, nous sommes en train de prendre les dispositions pour que notre système éducatif puisse véritablement reprendre et participer au développement de notre pays. D'accord. Maintenant, de façon plus générale, en partant de cette triennale de Ouagadougou et au regard des discussions ou des échanges que vous avez eu à la fois avec vos pairs ministres et avec les autres participants, vous sentez-vous optimiste par rapport au programme qui a été proposé en début de triennale? En tout cas, je dois dire que je repartirai de cette triennale vraiment avec beaucoup de points positifs. Premièrement, effectivement, les échanges d'expérience nous ont confortés dans l'idée que la réforme que la Côte d'Ivoire a décidé de mettre en place en 2009 et que nous sommes en train véritablement de lancer, d'opérationnaliser actuellement est pertinente. Ça, c'est la première leçon. La deuxième leçon, c'est que nous nous sommes rendus compte, avec tous les contacts que nous prenons, nous nous sommes rendus compte que les bailleurs de fonds, les partenaires, tout le monde est vraiment disposé à aider notre pays parce que notre pays non seulement est un pays phare, mais c'est un pays qui compte dans la sous-région. Et donc nous sommes en train de nous organiser pour que cette opportunité-là soit saisie pour que notre système éducatif puisse être rénové. Merci, M. Albert Lende. C'est moi qui vous remercie. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission jusqu'à son terme. Rendez-vous demain pour une autre édition de notre fin du jour. À bientôt.